Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bernard, tu es prêt? C'est bon? Ok, alors donc, merci d'être venu dans ce long week-end sans pont pour vous, et pour moi bien sûr. Aujourd'hui, je voulais finir des petits aspects sur l'unicité. Donc ce que j'avais mis au point la semaine dernière, c'était effectivement une condition générale d'unicité que je ne vais pas vraiment rappeler, mais enfin je vais réécrire au moins le système d'équations. Donc système d'équations, pour simplifier, qui était l'exemple fondamental que j'avais regardé, mais qui n'est qu'un exemple. Il peut y avoir des dépendances en X, des opérateurs plus compliqués, etc., etc., etc. C'est pas ça le problème. dm sur dt plus nu Laplacien m plus divergence de dh sur dp de gradient um fois m égale à 0. Donc là, j'ai renversé le temps. U de t égale par exemple u0 de x donné. Et m, ou u bar, m en t égale grand t, égale m bar de x. Bien. Alors, donc, x dans Q, périodique, toutes les données régulières, m bar positif, et là, tout y est, données régulières, nu positif. Donc, il y avait une condition d'unicité, qui était quelque chose comme hpz, si vous pensez que vous avez une fonction de h de p et de z. Alors, je ne me souviens plus, je pense qu'il y a un demi ici. Et ici, un moins hz sur z. Ça, c'est un transposé si c'est positif. Cette matrice doit être positive. On a vu que ça, c'était une condition d'unicité au moins des solutions régulières. Et que c'était également la condition, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, la condition pour vérifier que dans le cas où nu est égal à 0, le système est un système elliptique, ce qui correspond bien au fait que cette condition est la bonne condition de structure pour que le problème soit bien posé. Alors j'avais également indiqué que lorsque nu était strictement positif, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait d'autres régimes d'unicité, en particulier des choses que j'avais établies les années précédentes, que si l'horizon du problème, à savoir grand T, n'était pas trop grand par rapport aux données, alors on avait aussi un équilibre unique. Et donc, il est impossible, dans le cas où nu est strictement positif, de dire que c'est la bonne condition. Ça n'existe pas, la bonne condition. En revanche, on peut se poser la question, une question légèrement différente, qui est une condition d'unicité qui soit indépendante de grand T, sans restriction sur grand T. Et donc là, ce que l'on va... c'est-à-dire ça, cette condition d'unicité, elle est valable quelle que soit la longueur de l'intervalle. Prenez les données, quel que soit grand T, vous avez l'unicité. Et donc, si vous vous posez cette question, alors là, on peut se convaincre que même dans le cas nu strictement positif, c'est la bonne condition. Alors, la remarque que je veux faire, c'est effectivement de dire, si on a quelque chose, si on a une condition d'unicité qui est vraie quel que soit t, elle est également vraie pour le problème stationnaire, formellement, en considérant que c'est la limite quand t tend vers l'infini. Et donc, pour le problème stationnaire, lorsque vous le linéarisez, et je triche un peu sur des aspects de constantes, donc j'élimine les constantes qui ne jouent aucun rôle là-dedans, c'est pas ça le problème. Donc le problème stationnaire linéarisé, après tout, si on a un problème non linéaire qui est bien fichu, en général, qui est vraiment très bien fichu, existence, unicité, stabilité par rapport aux données, sont linéarisés et pas trop mal fichus. Donc problème stationnaire linéarisé, de quoi s'agit-il? Bien, il va s'agir de regarder
quelque chose qui va être moins nu Laplacien V, plus un HP gradient V, plus un HZ fois F, je veux dire égal à 0, et moins nu Laplacien F. Donc vous voyez bien, j'ai viré les D sur dt. Le U, la linéarisation du UM, c'est maintenant par rapport à un système en VF. Et pour étudier le problème linéarisé, je vais regarder son noyau. Si le noyau est réduit à 0, j'ai une bonne chance, comme il y a des Laplaciens, etc., et que nu est strictement positif, j'ai une bonne chance que ce problème soit effectivement inversé. Alors, donc, moins nu Laplacien F, ce que je vais récupérer, c'est, d'ailleurs, c'est au sens de plus un divergence de HP fois F. Et maintenant, j'ai changé de notation. Hein. H avec P en indice, ça veut dire la dérivée par rapport. C'est déjà ce que j'ai utilisé ici, pardon. Là, tout ceci, il s'agit de dériver de H par rapport aux différentes variables P ou Z. Donc, divergence de HPF plus HPP fois M fois gradient V. Bon, alors, HP est un vecteur, on prend sa divergence. HPP est une matrice, on l'applique à un vecteur, on prend sa divergence. Là, tout y est, ou presque. Il me manque plus HPZ, plus HPZ, plus HPZ. Donc là, je dérive ça. J'ai un M et j'ai un F. Et tout y est. Bien. Alors, rien ne m'empêche de regarder la linéarisation en 0 et m égale constante, puisque je ne normalise pas forcément pour que ce soit pour que ce soit une mesure de proba, mais n'importe quelle mesure positive, m c'est une constante quelconque. Donc je pourrais prendre 0, je pourrais prendre px. Tout ce que je veux dire, c'est que le hp, les hz, etc., ce sont en fait des constantes. Ce sont des constantes et elles sont évaluées en un pz qui est absolument quelconque. C'est simplement ça l'observation que je veux faire. Je veux que les problèmes linéarisés soient bien posés pour tous les états stationnaires et je prends, en trichant un tout petit peu comme état stationnaire, p scalaire x et m égale z. Alors ça, c'est effectivement des choses que l'on peut faire, parce qu'ici, on a une constante. Donc l'équation, ici, ça fait bien 0. Hein, tout ça, m et gradient u sont des constantes. Et ici, modulo les constantes sur lesquelles que je n'ai pas indiquées, puisque pour le problème stationnaire, si on est en périodique, dans la première équation, il doit y avoir une constante. On a effectivement une solution, et ça, on ne la voit pas dans la linéarisation. Je simplifie un tout petit peu la présentation. Et donc, lorsqu'on est dans cette situation-là, eh bien, effectivement, on a un système à coefficient constant et on peut faire son analyse de Fourier pour regarder si le problème est bien posé ou pas. Bon, alors, je n'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Moins HZ, je vais l'appeler A. Et si je fais l'analyse de Fourier, eh bien, et je prends une transformée de Fourier continue, même si je devrais en fait prendre des variables discrètes, puisque c'est vraiment des séries de Fourier, je suis en périodique. Mais vous pensez que xi est un entier ou un vecteur entier. Nu xi carré v chapeau, plus hp gradient v, bon alors hp je vais l'appeler b, c'est un vecteur, donc moins i b xi. Je vais peut-être prendre B à 0 dans un petit instant, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et ça, c'est égal à AF chapeau. Bon, c'est déjà, de toute façon, c'est des choses qu'on avait déjà compris il y a fort longtemps, qu'il faut que ce A soit strictement positif. Mais enfin bon. La deuxième équation, que devient-elle? Elle nous dit moins nu xi 2 F chapeau. Bien, ensuite, que va-t-on récupérer? Le moins HP, donc ça va faire plus I bxi F chapeau.
au sens de moins puisque je n'ai pas changé les signes, moins I bexi. Ensuite, HPP, c'est une matrice. M fois HPP, c'est une matrice que je vais appeler C. Donc, bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai un CIJ laplacien V, et donc ça me fait un moins C xi scalaire xi, les chapeaux. Toujours, ça c'est la transformée de Fourier du divergence HPP M gradient V. Et enfin, HPZ, c'est un vecteur que je vais baptiser D, et je vais multiplier par M. On y est pratiquement, je vais lentement, moins I dxi fois F chapeau égale à 0. Bien. Alors, maintenant, que reste-t-il à faire? Eh bien, il reste à remplacer F chapeau dans la deuxième équation par ce que c'est, à savoir F chapeau égale nu xi 2 moins I bexi avec un 1 sur A devant, les chapeaux. Et puis à balancer tout ça dans l'équation qui est pour F chapeau. Alors, si on fait ça, c'est un calcul qui n'est pas spécialement plaisant. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Je vais récupérer un moins nu2. J'ai un signe qui me tracasse là, mais enfin bon. On verra après. Moins nu2, moins 1 sur A, nu2 xi 4. Ça, c'est ce terme-là. Ensuite, j'ai un plus nu IA bxi xi 2. OK. Donc, c'est celui-ci. Et qui plus et qui va s'annuler avec celui-ci. Ça, c'est naturel. C'est le côté forward-backward. Hein, puisque là, il vient avec le signe moins et il s'annule ou il se rajoute? J'ai vraiment un doute. Oui, ça fait un plus moins. Moins par moins, ça fait plus. Moins, c'est bien ça. Donc, le deuxième terme n'y est pas. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le quatrième terme, c'est celui-ci multiplié par celui-là. Et ça va me faire un moins B2 xi 2. Ensuite, on a simplement moins C xi xi. Voilà. Et ensuite, qu'avons-nous? Nous avons les derniers termes qui sont un moins I nu A. Le calcul précis n'a pas vraiment d'importance, mais comme je me suis lancé dedans, dxi xi 2. Bien. Et enfin, le dernier terme, qui est un moins dB, parce que moins par moins, mais I2, donc ça fait moins D, et exactement, c'est dxi scalaire bxi. Alors tout ça, tout ce bazar-là, multiplie V chapeau, et on voudrait que V chapeau soit nul, ou en tout cas que son support soit réduit à 0. Pourquoi réduit à 0? Parce que ça entraîne que ce sont des constantes, hein, il faut faire attention aux constantes. Que V est une constante, V est une constante, ça veut dire V chapeau une masse de Dirac. Et ça, c'est pas un souci, puisque là, je précise bien que je ne tiens absolument pas compte des constantes là-dedans. Il faut prescrire les moyennes des fonctions, etc. Donc, ce que je veux surtout, c'est que le multiplicateur qui est ici ne s'annule quand xi égale à 0. Qu'il n'y ait pas d'autre 0 que xi égale à 0. Bon. Alors, de ce point de vue-là, que peut-on dire? On regarde la partie réelle, et vous voyez que pour la partie réelle, vous avez un U2 xi 4 sur A. J'ai un B2 sur A qui manque ici, plus un B2 sur A, plus C. Et je vais, pardonnez-moi, je vais faire comme si on était en dimension 1, plus. Enfin bon, c'est xi xi, je vais laisser ça. Plus dxi. J'ai vraiment un
problème de... Non, c'est bon. Plus dexi, bexi. Et si je veux que ce bazar-là ne s'annule pas, pour être sûr que le problème linéarisé est bien posé, cela veut donc dire que je veux que ceci soit strictement positif, quel que soit xi différent de 0. En d'autres termes, si je divise, bon, je vais trop vite. Plus xi2. Maintenant, B, c'est quoi là-dedans? Et ça doit être vrai quel que soit xi, et ça doit être aussi vrai, je veux que ça soit vrai, quel que soit pz d'une certaine manière. Hein? Alors, le point, c'est que si vous voulez quelque chose, on va voir comment apparaît la condition, c'est une justification de la condition. On va maintenant se placer en dimension 1 pour faire les calculs simplement. Et je le dbxi, il y a un A qui manque quelque part. Il y a un 1 sur A ici. Parce que c'est le terme qui vient d'ici, il y a un 1 sur A. Alors, si vous voulez que ceci ait lieu quel que soit B, eh bien, vous allez prendre le minimum en B. Et le minimum en B, j'ai des soucis de demi, d'un demi. Bon, on va faire les calculs assez rapidement. Donc, si vous faites ça, vous récupérez nu2 sur A2 et que vous minimisez par rapport à B. Vous récupérez nu2 sur A, pardon, xi2. Ce que vous récupérez, c'est C plus C qui est ici. Et ce que vous récupérez à un signe près, mais je crois que c'est bon, parce que il y a un 1 sur A. Et le minimum qui est ici, lorsque vous faites B d xi2, que vous minimisez ça, plus B2 xi2, et que vous minimisez, pardonnez-moi, ceci par rapport à B, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, ceci vous donne que B est égal à moins D sur 2. Et lorsque vous avez moins D sur 2, vous allez récupérer au total moins D2 sur 4. Donc la moralité, c'est qu'en dimension 1, en minimisant par rapport à B, vous voulez que ceci soit strictement positif, quel que soit xi. Si c'est vrai, quel que soit xi, ben, nu ne joue aucun rôle. Ça veut bien dire que C moins D2 sur 4 est strictement positif. Et D2 sur 4A, ça c'est C, ça c'est A, et ça c'est D. Donc c'est exactement dire que le déterminant est strictement positif. Donc vous récupérez la bonne condition d'unicité, vous la voyez comme ceci, en tout cas dans le cas de la linéarisation du problème stationnaire, et vous voyez qu'effectivement, si B est quelconque, c'est ce qui correspond à la première dérivée. Si B est quelconque, ou ce qui correspond à simplement rajouter un terme affine en H. Donc la moralité, c'est si vous voulez une condition pour que le problème linéarisé soit bien posé, où H est défini à un facteur affine de gradient U près, eh bien, à ce moment-là, la condition qui est là est nécessaire et suffisante pour que le problème soit linéarisé, soit bien posé. Donc, je n'insiste pas, c'est ça le calcul. Et cela montre qu'effectivement, même dans le cas où nu est strictement positif, lorsque vous voulez une condition suffisamment stable, c'est-à-dire qu'il soit indépendante de la longueur de l'intervalle et qu'il soit indépendante du fait que vous puissiez ou non rajouter un terme linéaire en gradient U. Alors ça, rajouter un terme linéaire en gradient U à H par un changement de repère galiléen, vous ne le voyez pas. Hein, si vous définissez U de x plus AT et m de x plus AT, vous rajoutez un terme en A gradient U à H. Donc c'est effectivement absolument pas des termes linéaires en H sont, pour un problème propre comme celui-ci, sont complètement invisibles. Donc la moralité, ce que je voulais simplement observer, c'était que dans le cas nu strictement positif, cette condition d'unicité est nécessaire et suffisante pour que le problème linéarisé soit bien posé. Donc, pour le problème stationnaire, et pour un H a eu un facteur affine près. Ce qui veut donc dire que, en termes de conditions générales d'unicité,
c'est la bonne condition. C'est la bonne condition dans le cas de nu égale à 0. C'est la bonne condition si on veut un problème indépendant de l'horizon. La seule chose, c'est que si vous regardez un horizon qui est éventuellement un grand T, qui est petit par rapport aux données, vous pouvez avoir d'autres régimes d'unicité. Donc, c'est ça la seule observation finale que je veux faire là-dessus. Bon, je clôt là. Ah non, j'avais encore un point sur l'unicité. Ça, c'était une remarque dans le cas nu strictement positif. Et je voudrais faire une dernière observation. Donc, désolé pour ce petit calcul, mais j'ai eu la chance de retomber sur mes pattes. Enfin, le résultat est correct, hein, mais... La dernière remarque que je voulais faire, c'est que cette condition est aussi robuste lorsque vous rajoutez dans l'équation en nu un terme qui est totalement naturel, qui est ce qu'on appelle un taux d'actualisation. Donc, deuxième remarque, remarque 2. C'est avec taux d'actualisation. Ce qui veut simplement dire que dans l'équation en nu, vous rajoutez un plus lambda U. C'est simplement ça que cela veut dire. Donc je vais le mettre avec une autre couleur. Et c'est tout ce que vous faites. C'est le même système d'équations, mais vous rajoutez ce terme-là. Alors, le lambda correspond à un taux d'actualisation. Lambda strictement positif, ça veut dire que lorsque vous essayez, typiquement dans ces problèmes-là, vous pensez qu'un joueur qui démarre un jeu à l'instant petit t et que l'horizon du problème c'est grand T, vous avez une certaine structure de fonction coût qui va dépendre de xs, qui va dépendre de m de xs, de la position, enfin des attributs, de la situation, pour être plus précis, de la situation des autres joueurs au point xs, si vous avez une dépendance locale, et alpha s. Donc c'est typiquement, étant donné ce que font les autres joueurs, c'est ce que doit regarder, c'est le problème d'optimisation que doit regarder un joueur générique. Hein. Il voudrait minimiser ceci. Et simplement, ce que signifie un taux d'actualisation, c'est que ce qui se passe à un instant S qui est plus tard, qui est plus éloigné dans le futur que l'instant qui est le présent, petit t, c'est le présent, c'est l'instant où on démarre l'étude du problème, et bien que ces temps-là comptent moins si lambda est strictement positif que maintenant. C'est pour ça qu'on parle de taux d'actualisation, on parle aussi de taux de comment on dit, du taux de préférence intertemporelle, ce qui veut bien dire les choses. C'est compliqué comme mot, mais ça veut bien dire les choses. Hein. Ça veut dire effectivement comment mesure-t-on le poids du futur aujourd'hui. En particulier si lambda est négatif, qui est un cas intéressant, c'est que vous considérez que le futur est encore plus important que ce qui se passe aujourd'hui. En général, on regarde moins, mais dans certaines situations, doit être absolument envisagé. Je parle notamment de ce qui est développement durable. En tout cas, lambda égale à 0. Enfin, il y a des grands débats sur justement quels sont les taux à long terme, les taux d'actualisation à long terme. C'est un des sujets absolument cruciaux pour la compréhension de tout ce qui est investissement long terme. Et il y a des petites broutilles cachées derrière, comme tout ce qui est développement durable, en particulier. Donc, derrière ces questions-là, il y a des questions économiques absolument redoutables. Et il est donc naturel de se poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsque je prends un tel taux d'actualisation ou taux de préférence intergénérationnel ou intertemporel la question, effectivement, si je prends la démonstration de l'unicité, mathématiquement, c'est un terme d'ordre inférieur. Donc, en ce qui concerne l'existence et les choses comme ça ne devrait pas être un gros problème. C'est quand même beaucoup moins méchant que le H qui est là. Donc, on se dit, ça ne devrait pas être trop grave.
En revanche, la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'unicité? Alors, on reprend la démonstration de l'unicité. Si on a deux solutions U1, M1 et U2, M2, et on reprend la démonstration d'unicité qui, je vous le rappelle, consistait à écrire d sur dt de l'intégrale de U1 moins U2, M1 moins M2, dx. On fait le même calcul que l'autre fois, et est-ce que le seul supplément qu'on va récupérer, c'est plus lambda fois intégrale de U1 moins U2, M1 moins M2, dx. Et tout ça, c'est égal à l'énorme bazar, que évidemment je ne veux pas écrire, qui a le bon goût d'être positif ou nul, et même strictement positif si U1 et U2 et U1 M1 est différent de U2 M2. En tout cas, lorsque la bonne condition de structure, lorsque la condition d'unicité a lieu. Et la question que je me pose, c'est si j'ai la bonne condition d'unicité, que je rajoute ce lambda, est-ce que j'ai encore unicité? Mais la réponse est oui, parce que vous voyez que ça ne change rien. Au lieu d'avoir une fonction croissante, j'ai une fonction qui est croissante modulo une exponentielle. Et si elle part de 0 et qu'elle finit en 0, ben ça veut dire qu'elle est nulle, et que tout est nul. Alors, précisément, comment on démontre ceci? Eh bien, on dit simplement que intégrale de U1 moins U2, M1 moins M2, si je l'appelle I, enfin c'est une évidence, hein, c'est de dire que d sur dt de I de t et puissance lambda t est positif ou nul, et que I de 0 est égal à I de grand T est égal à 0. Si j'ai unicité, je vais dire M1 égale M2, et U1 en grand T, et tandis qu'en T égale à 0, U1 égale U2. Bon, ben donc si j'ai quelque chose qui part de 0, qui arrive en 0, ça veut donc dire que ce d sur dt, tout ça, ça entraîne que ce d sur dt est égal à 0. Et s'il est égal à 0, là, on a, et qu'on a juste un petit peu de strict dans cette condition, on a l'unicité. Donc la moralité, c'est que je voulais au moins vous mentionner une fois que si je rajoute un taux d'actualisation quelconque, ça ne change rien à l'unicité. Bon, en tout cas, lorsque grand T est fini. Lorsque grand T est égal à l'infini, il faut détecter ce qui se passe ici sur la limite quand t tend à l'infini. Donc là, il faut faire un tout petit peu attention, mais cela donne aussi des résultats d'unicité. Bon, plus rien à dire là-dessus. Je crois que sur l'unicité, c'est fini. Et donc là, j'ai fini le premier point du cours. Alors, deuxième point du cours, il faut que je vous parle d'optimisation et il faut que je vous parle de dimension. Et que je commence. Non, le mieux, c'est quand même que je commence à vous échauffer avec la dimension infinie. L'optimisation, ça permettra de souffler un peu. Comme il y aura beaucoup de dimensions infinies dans le cours cette année, je crois qu'il est pas mal qu'on s'y habitue dès aujourd'hui. Et qu'il va falloir y aller doucement. Donc, je voudrais revenir, et ça c'est lié à ce que j'ai fait dans les cours des années précédentes, je voudrais revenir. Donc, ce que je rappelle, entre guillemets, parce que ça va être présenté quand même d'une manière différente, de ce que je vais maintenant appeler l'équation fondamentale des jeux à champ moyen. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'écrivais des systèmes de dp, et on verra que ces systèmes de dp, oui, c'est un cas particulier de ce que je regarderai, mais ce n'est pas le cas le plus important. C'est une projection qui marche dans certains cas, et qui donne lieu à des problèmes de dp intéressants, mais que le vrai problème doit être posé en dimension infinie. Ça va nous faire comprendre tout un tas de choses, qu'on va être obligé de regarder les équations de dimension infinie, tout à coup qu'on va apprendre à travailler en dimension infinie, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui deviennent beaucoup plus claires, et notamment cette démonstration d'unicité qui reste quand même un tout petit peu mystérieuse. On ne voit vraiment pas pourquoi, à part le fait que ça marche, on ne voit vraiment pas pourquoi on est en train de faire ça. Et en fait, on n'a pas le choix. Et on le verra par la suite. Alors, rappel, c'est comment obtenir ce que je vais appeler l'équation fondamentale, ou la master equation, équation fondamentale pour les MFG, ou pour les jeux à champ moyen.
Alors, assez rapidement, donc, je voudrais revenir en tout cas sur une présentation heuristique du cas n tend vers l'infini lorsque je pars d'équilibre de Nash à n joueurs. Alors, les équilibres de Nash à n joueurs dans le contexte de feedback, ça revient à regarder des systèmes de dp que je vais maintenant écrire en précisant que je vais faire des choses simples, c'est-à-dire que les joueurs se déplacent avec certains contrôles, alpha i dt, qui est essentiellement leur vitesse, qu'ils ont chacun a un racine de 2 nus dwit. Ils ont, donc avec un coefficient racine de 2 nus, c'est parce que je veux un nu laplacien après. Ils ont chacun un bruit indépendant. Et ils ont, et si on veut des joueurs indistinguables, c'est ce que l'on peut faire de plus général en termes de bruit, et ils ont un bruit commun. Donc tout ceci, les WJT pour J supérieur ou égal à 1 et les BT, tout ceci sont des browniens indépendants. Donc vous voyez bien, pour chaque i, il y a un brownien qui est le bruit de chaque joueur, et il y a un bruit commun. C'est-à-dire ils sont tous exposés à un bruit commun. Je vous ai déjà expliqué la semaine dernière que même si ça c'était un peu moins naturel du point de vue physique, c'était absolument normal et naturel du point de vue économique. Bon, alors je prends des mouvements browniens, je pourrais prendre d'autres bruits, ce n'est pas le problème. Il me faut une structure markovienne. Bien. Alors, je n'écris pas tous les détails du problème, je voulais juste indiquer la structure de bruit, tout ça sont des choses que j'ai déjà indiquées. Et ce que l'on a comme système, en tout cas formellement, lorsqu'on peut le résoudre, ce que l'on a comme système est quelque chose qui... Alors, il faut que j'écrive ça de manière correcte, ce qui est toujours un peu difficile. Alors, donc, un moins du I n sur dt moins nu, je pense que ça c'est à peu près correct. Quand je dis à peu près, c'est question de signe. Donc, moins nu laplacien ni moins bêta laplacien, donc je vais quand même les écrire. Je vais changer les signes, pardonnez-moi. Je reprends. Plus nu plus bêta laplacien UNI. Et ça, c'est le laplacien, et je vais mettre en grand X, parce que grand X, c'est X1, Xn. Chacun des XI vit dans Q, qui est inclus dans RD. Donc, ce sont les positions de tous les joueurs. Et donc, ça, c'est la somme des dérivées secondes pures que l'on a pour UNI. J'ai aussi un bêta somme pour I différent de J. Je vais écrire les choses comme ceci. D2 XI dXJ. Alors, c'est pas terrible ça. KL. UNI, correct. Donc ça, c'est l'aspect bruit. Ensuite, on a l'aspect contrôle optimal pour le ième joueur, et ça, c'est un certain Hamiltonien qui va dépendre, et je vais omettre, je vais rien omettre du tout. Je vais mettre ici les xi. Je vais mettre ici 1 sur n-1 somme pour j différent de i de delta xj. Et enfin, ce que je vais mettre ici, c'est le gradient xi de uni, plus. Donc ça, c'est simplement de dire que le coût dépend des positions de chacun des joueurs. Il dépend, pour le ième joueur, son coût à lui dépend de sa position et de la densité de présence des autres joueurs. D'accord ?
Donc ça, c'est la dépendance en les situations des autres joueurs. OK? Et si je veux être cohérent avec les... Bon, c'est pas grave. Et enfin, plus au sens de moins, la somme sur les J différents de I de DH sur DP de XJ gradient de UNJ par rapport à XJ. Donc attention, ça maintenant c'est les autres joueurs, c'est en fait le feedback optimal au sens des équilibres de Nash liés aux autres joueurs, et donc les autres joueurs, et là ce que j'ai c'est gradient XJ UNI, et tout ceci est égal à 0. Alors regardons-le doucement. Ça c'est le système correspondant à des points de Nash à n joueurs pour une situation de ce style-là, avec un coût que je n'ai pas indiqué, mais qui est lié au H. Le DH sur DP en XJ, et quand je mets XJ, c'est par rapport à toute la litanie, hein, c'est-à-dire XJ 1 sur n-1, somme de K différents J, delta XJ. Donc ce qui est là, j'ai oublié quelques termes, c'est ici XJ et 1 sur n-1, somme sur K différent de J de delta XK. Donc ça c'est un peu compliqué, mais on peut aussi omettre la dépendance en X, la mettre au second membre et ne plus en parler. Hein. Ça peut être un tout petit peu plus simple. Donc ne vous préoccupez pas trop de cette difficulté-là, c'est-à-dire des dépendances en X. Mais ce qui est important, c'est que le fait que chacun des joueurs, étant donné le comportement des autres joueurs, minimise, essaie de trouver son meilleur comportement, crée cet Hamiltonien, crée cette équation de Bellman. Le feedback optimal, c'est le DH sur DP, dans la situation simple que j'ai regardée ici. Le DH sur DP, c'est donc le feedback optimal des autres joueurs, et je le fixe pour déterminer le comportement, l'évolution du IM joueur. C'est l'aspect équilibre de Nash. Donc voilà pourquoi j'ai ce système fortement couplé d'équations aux dérivées partielles. Bien. Formellement, ce que l'on a, c'est qu'on va savoir que le UNI de grand X, formellement, on s'attend à ce qu'il se comporte comme une fonction U de sa position et de la densité empirique, hein, donc c'est MNI, de la densité empirique des autres joueurs, c'est-à-dire la somme sur J différent de I, avec un 1 sur n-1, quand n tend vers l'infini. Alors ça dépend du temps, et auquel cas, si c'est vrai, si on a des estimations a priori, tout ça, je vous avais déjà expliqué en tout cas cette présentation heuristique les années précédentes, donc je ne reviens pas trop dessus, mais je voudrais maintenant insister sur l'équation à laquelle on aboutit. Eh bien, ce à quoi on va aboutir, c'est une équation qui va être maintenant posée. Donc, ce que l'on va rechercher, c'est une solution U qui va être une fonction sur les X qui sont typiquement dans Q, sur les M qui sont des mesures de proba sur Q ou qui sont des mesures positives sur Q, si je ne veux pas normaliser. Et en fait, dans un certain nombre de situations, c'est assez logique d'avoir simplement des mesures sur Q. C'est-à-dire que la partie positive et la partie négative de la mesure font référence à d'autres choses. Mais enfin, là, en l'occurrence, quand je vous explique avec la mesure empirique, c'est uniquement des probas sur Q. Et évidemment du temps qui, lui, varie entre 0 et grand T. Et alors maintenant, c'est quoi l'équation? Alors l'équation est la suivante.
je vais essayer de l'écrire ici et de garder tout ceci au tableau. Je vais avoir un moins du sur dt. Je vais avoir je commence par le h, un h de x et de m et de gradient x, le gradient par rapport à petit x, hein, c'est par rapport à cette première variable de grand U. Donc là, j'ai tenu compte de ce terme-là, de ce terme-là et de celui-ci. Il me reste à tenir compte de ces termes, des termes qui sont ici. Alors, le dernier terme sur la somme des j différents de i, etc., je vous avais déjà expliqué que ceci correspondait à prendre la dérivée du sur dm dans la direction du champ de vecteur dh sur dp. Alors, de quoi s'agit-il ici? dh sur dp, de quoi? De x, de m, de gradient xu. Donc ça me fait un champ de vecteur fois gradient. Et le gradient xu, c'est ça. Donc il va falloir que j'explique qu'est-ce que j'entends par cette dérivée. Mais on va les prendre simplement avec des dérivées directionnelles. On va pas se compliquer la vie. Le deuxième terme de l'équation, le nu plus bêta, on va le retrouver ici. Là aussi, ce sont des choses que je vous avais expliquées. Et c'est un du sur dm dans la direction du Laplacien. Là aussi, il faudra que j'explique ceci. Et enfin, le dernier terme, qui est le terme en bêta machin, là, hein, tout le terme qui est ici. Lui, c'est un terme de dérivée seconde. Et dans quelle direction? Dans la direction gradient-gradient. Donc ça fait égal à 0. Et comme une bonne partie du cours qui va suivre, ça va être de manipuler ce genre d'équation, étant entendu que très souvent, pour comprendre ce qui se passe dans cette équation, on fera un analogue dimension finie de ces équations, ce qui permettra d'un peu mieux comprendre ce que l'on fait. Donc rassurez-vous, on ne sera pas pendant... surtout qu'il en reste encore 7. 7 fois 2, ça fait 14 heures. Pendant 14 heures, on ne va pas manipuler des dérivées sur l'espace de mesure de proba, etc., avec des équations non linéaires, des opérations bizarres. À chaque fois, j'essaierai de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'analogue de quoi en dimension finie. Mais au moins, comme premier échauffement, on va écrire cette équation que formellement on obtient en passant à la limite quand n tend vers l'infini, et maintenant d'écrire un tout petit peu plus précisément quelles sont la signification de ces termes-là. Alors, quand j'écris du sur dm fois b gradient, de quoi s'agit-il? Bien, ce que je suis en train de faire, c'est réellement... Formellement, il s'agit de prendre x plus epsilon divers 1. C'est de résoudre l'équation dm sur dt plus divergence de bm égale à 0. D'accord? Donc c'est de transporter la mesure de proba par le champ de vecteur b, ce qui correspond en fait à transporter la mesure par l'équadif, par le flot associé à B, x point égale B. Et du sur dm, à ce moment-là, c'est la dérivée en t égale à 0. C'est la dérivée en t égale à 0 de u de m de t, où m de t est défini comme je viens de le faire. Donc vous voyez, j'ai mis ce champ de vecteur
et je prends son dual parce que le transport se fait par le dual. C'est pour ça que le terme qui est ici, on pourrait également le réécrire. Je vais le réécrire en bleu au-dessus pour qu'on voit de quoi il s'agit. C'est aussi la simple dérivée directionnelle, hein, si on veut bien comprendre formellement comment on obtient ça. Hein, c'est la dérivée directionnelle usuelle, hein, au sens des dérivations usuelles, dans la direction qui est moins divergence de Bm. Où B, c'est ce bazar-là, évidemment. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je suis, en d'autres termes, ça revient, lorsque je fais ça, ça revient à faire U de M moins epsilon divergence de Bm, moins U de M, divisé par epsilon et faire tendre epsilon vers 0. Hein. Bon, je ne recommande pas de faire ça parce que c'est un peu dangereux, qu'on perd de la régularité et tout, il vaut mieux écrire l'équation de transport. Mais formellement, si tout était très régulier, c'est ça, cette dérivée directionnelle. Donc il s'agit de dériver U dans cette direction-là. Bon. Mais ici, c'est la même chose, simplement, c'est la dérivée. Ça correspond à faire du sur dm, ce que j'appelle du sur dm fois Laplacien. C'est d'écrire d sur dm, d sur dt de U de m de t, en t égale à 0. Mais maintenant, le m de t, c'est quoi? C'est l'équation de la chaleur. C'est dm sur dt moins Laplacien m, toujours le moins, hein, égale à 0. En d'autres termes, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la dérivée directionnelle de du sur dm dans la direction Laplacien m. Et le dernier terme, c'est la dérivée seconde au sens directionnel, si vous voulez, de du sur dm2. Okay. Dans la direction dm sur dxj, dm sur dxj, et évidemment, je somme pour j égale 1 à d. Voilà ce que signifie le dernier terme. Et si vous voulez récupérer ça, vous pensez que c'est U de m plus epsilon dm sur dxj, plus U de m moins epsilon dm sur dxj, moins 2U de m divisé par epsilon carré. Et quand epsilon tend vers 0, ça tend vers cette dérivée seconde, formellement. Bigre. Donc, pardon? C'est une dérivée seconde. C'est une dérivée seconde en temps, mais pour le transport simple, c'est le transport par translation. Et pourquoi? Parce que d'une certaine manière, on a des objets très différents. Le fait qu'ici, on ait un Laplacien, ça veut dire que on a toutes les masses de Dirac qui ont chacune, hein, c'est les xj, les positions des n joueurs, elles ont chacun leur bruit. Ces bruits sont indépendants. Je suis en train de regarder la densité empirique, et donc ça, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait la densité limite convolée avec une gaussienne. C'est ça l'action. C'est la loi des grands nombres. Hein, donc c'est pour ça que ce que vous avez ici, c'est un Laplacien. En revanche, ici, vous avez un opérateur dérivée seconde, parce que le bruit commun, c'est comme si on prenait tout le système et qu'on le bouge avec ce bruit commun. On est en train de le bouger. Et donc c'est pour ça que là, ce que vous avez, c'est effectivement des opérateurs de translation qui jouent. Bon, alors ça, j'en ai parlé il y a 2 ans, je crois que c'était même pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans, donc je ne vais pas reprendre l'analyse formelle, et je vais d'ailleurs montrer que si on a des estimations a priori, ce n'est pas une analyse formelle, c'est effectivement ce que l'on récupère. Il suffisait d'avoir des estimations a priori naturelles qu'on sait obtenir dans quelques situations, pas dans les situations très générales, et comme on va le voir, ce n'est pas un problème fondamental. En tout cas, lorsque nu est strictement positif. Alors, on est face à cette équation, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une seule équation, on n'a plus un système, on a une équation scalaire. U est une inconnue scalaire, donc ça c'est un réel. On a une simple condition finale qui est U en l'instant grand t, qui est donnée en l'instant grand t, qui est un certain U bar de x et éventuellement d'ailleurs de m. Ça, c'est une donnée du problème.
Donc j'ai un problème qui est posé sur 0 grand T, j'ai une donnée finale, il y a un moins D sur dt qui est compatible avec quelque chose. J'ai un signe qui est faux là. Alors, ça c'est toujours mes histoires de retourner le temps. Alors ça j'y crois assez. Le Laplacien, ça doit être un moins ici, hein, mais je ne comprends pas d'où il sort ce moins. Là? Mais non, mais j'ai pris rétrograde, Olivier. C'est ta voix, non? C'est toi qui as parlé. Hein? Donc, alors, attendez. Mais est-ce que je me suis... Non, pourtant, le moins est là. Oui, d'abord, mes signes sont un peu complètement incohérents. Là, j'ai un moins H. Ah, ça m'énerve. Et ah oui, c'est un plus ici et c'est moins H. Voilà, pardon. Le plus est ici et c'est un moins H et un moins ici. Voilà. Et là, c'est bon. Parce que sinon, j'avais une équation rétrograde du second ordre. Voilà. C'est simplement... Là-bas, j'avais bien écrit les signes, mais quand les mauvaises habitudes sont vite revenues. Voilà. Donc non, il faut absolument que je vous l'écrive au moins une fois correctement. Alors donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une seule équation. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est ça les équations de MFG. Alors, contrairement, ça fait des années que je vous parle des équations de MFG, mais j'avais à peine mentionné ceci, donc c'est comme si tout à coup il fallait qu'on change de point de vue. Oui, ce sont ça les bonnes équations de MFG, et on va les comprendre, on va comprendre pourquoi celles qui nous ont tant occupés jusqu'à présent sont un cas particulier de ceci, mais juste un cas particulier dans le cas bêta égale à 0. En général, il faut se coltiner ces équations-là. Se coltiner mathématiquement, et aussi il va falloir se poser des problèmes de qu'est-ce qu'on en fait de ces équations-là? Comment on les approxime? OK? Alors, donc là, vous voyez, on a un objet qui est un peu compliqué, puisque c'est une fonction sur un espace produit, dans lequel on a des tas d'opérateurs non linéaires, parce que ça c'est non linéaire en X, mais c'est du Bellman habituel. Ça c'est d'une non-linéarité, ça sont des opérateurs linéaires. Les deux derniers, les Laplaciens, sont des opérateurs linéaires. C'est pas le pire. Enfin, ils sont linéaires parce que j'ai pris un exemple. Hein, si vous tenez absolument, on peut compliquer un petit peu. Hein. Mais ça suffira déjà comme ça. Donc ceux-là, ils sont linéaires. Et puis là, celui-là, il est très non linéaire, parce que c'est une dérivée en M. Et ça, c'est dans une direction qui dépend de U. Hein. Donc, c'est une direction qui dépend de grand U. Donc, il faut connaître grand U globalement. Ça vous donne un champ de vecteurs et vous calculez la dérivée en un point suivant ce champ de vecteurs. Donc, lorsque vous calculez cette dérivée en xm, en une seule mesure, vous avez besoin de connaître tout le champ de vecteurs. Donc ce n'est pas une dépendance locale. C'est une équation opérationnelle, c'est une équation en dimension infinie. Bon, alors, comme toujours avec les équations en dimension infinie, il ne faut pas trop réfléchir, parce qu'on est sûr de ne plus rien y comprendre. Alors donc on va la prendre calmement, on va s'y habituer tranquillement. On va apprendre à manipuler, surtout on va comprendre qu'elle a une structure très particulière, cette équation. Et que toute cette structure-là, je vous ai dit la semaine dernière que, en tout cas formellement, lorsqu'on aura des choses à variables séparées, c'est l'équivalent d'un système hyperbolique très particulier en dimension infinie, en dimension finie. On va y aller doucement. La première question, une fois qu'on a écrit ce foutu système, la première question que l'on va se poser, c'est mais où est-ce que nos systèmes habituels, en particulier ceux dont je viens d'établir l'unicité sous la condition de structure que j'ai rappelée ce matin, ils sont où là-dedans? Okay? Donc, les directions que je veux mentionner,